Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Victoire écrasante du parti au pouvoir à l'issue des élections sénatoriales au Cameroun. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a remporté les 70 sièges qui étaient en jeu. Des résultats proclamés ce 23 mars par le Conseil constitutionnel. L'apparition en Tanzanie de la toute première épidémie du virus de Marburg, une information confirmée par les autorités ce 21 mars. La maladie qui provoque notamment une fièvre hémorragique a déjà fait 5 morts. Et puis le bilan de la 3e journée des éliminatoires de la CAN de football, une journée marquée notamment par le face-à-face Bénin-Rwanda qui s'est soldé par un nul. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, remaniement ministériel en République démocratique du Congo, un remaniement annoncé par une porte-parole de la présidence dans la nuit du 23 au 24 mars à la télévision nationale. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde reste à la tête de cette nouvelle équipe dirigeante. Point phare, des poids lourds de l'arène politique congolaise y font leur entrée. Sur cette liste figure Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, acquitté en appel en juin 2022 pour une affaire de détournement de fonds. Il occupe désormais la fonction de vice-premier ministre chargé de l'économie. Autre nomination notable, celle de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, au poste lui aussi de vice-premier ministre chargé de la Défense. Notons que ce remaniement intervient quelques mois avant la présidentielle censée se tenir le 20 décembre prochain. Après les sénatoriales du 12 mars dernier au Cameroun, le Conseil constitutionnel a mis fin au suspense ce jeudi. L'instance a proclamé les résultats qui donnent vainqueur le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le parti au pouvoir a en effet raflé les 70 sièges qui étaient en jeu. Les 30 sénateurs restants seront ensuite nommés par le président de la République Paul Biya, Corinne Kamzeweone. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, parti au pouvoir, remporte les 70 sièges en compétition lors des élections sénatoriales qui se sont tenues le 12 mars 2023. Une meilleure performance qu'en 2018 où le SDF, l'un des principaux partis d'opposition, avait réussi à rafler 7 sièges. Au cours de la proclamation des résultats ce 23 mars, le président de la Cour constitutionnelle a salué le calme qui a entouré les votes. L'élection des sénateurs du 12 mars 2023 s'est déroulée sur l'ensemble du territoire national dans un climat de paix, de transparence et dans l'observance des prescriptions légales, le tout au bénéfice de notre démocratie. Parmi les 10 partis politiques en course, seul le RDPC a présenté des listes dans la totalité des 10 régions et contrôle 316 communes sur les 360 que compte le Cameroun. Le collège électoral, constitué de 11 134 grands électeurs, était formé de conseillers régionaux, de conseillers municipaux et de chefs traditionnels. Même si cette configuration politique laissait présager du résultat au terme des votes, l'opposition voit dans cette victoire sans appel une sorte de retour au parti unique. En ce qui concerne le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, le PCRN, l'enjeu de participer pour nous au PCRN était essentiellement tribunicien. Parce que les moments électoraux pour des partis jeunes, en tout cas dans la participation électorale comme le PCRN, je rappelle que nous ne participons aux élections que depuis 2020, les moments électoraux, disais-je, sont des moments d'exposition politique et des opportunités à saisir pour partager et exposer l'offre politique. Maintenant, qu'est-ce que ce résultat traduit pour l'écosystème politique camerounais? Mais ça traduit incontestablement un recul démocratique. 31 ans après le retour au multipartisme, c'était en 1992, c'est la première fois qu'à l'issue d'une élection, le parti au pouvoir remporte tous les sièges électifs. Donc cette fois, ils n'ont même pas fait semblant, quoi. Ça marque un recul, un retour au parti unique. Selon la Constitution, le président de la République va dans les tout prochains jours nommer 30 membres pour compléter l'effectif de cette 3e législature. Un processus dans lequel il a la capacité de faire une ouverture vers certains membres de l'opposition. Rappelons que le président du Sénat, selon la loi fondamentale, est celui qui assure l'intérim à la tête de l'État en cas de vacance du pouvoir.
Dans l'actualité également, des chiffres alarmants divulgués par la MINUSMA. Dans un rapport, la mission de l'ONU au Mali estime qu'entre 2021 et 2022, le nombre de victimes a sensiblement augmenté. L'année dernière, elles étaient au nombre de 1277 contre 584 en 2021. En cause, les groupes djihadistes qui sont, selon la MINUSMA, les principaux responsables de ces violences. La même source fait état de 694 violations des droits de l'homme et 35% de ces violations ont été commises par des éléments des forces de défense et de sécurité qui étaient, je cite, quelquefois accompagnés par du personnel militaire étranger, selon l'ONU. Des chiffres qui ont fait réagir dans les rangs du pouvoir malien. D'après le ministère des Affaires étrangères, ce document n'émet, je cite, aucune précision sur les sources de vérification des cas rapportés. En Tanzanie, la ministre de la Santé, Umi Mwalimu, a confirmé ce 21 mars la présence du virus de Marburg sur le territoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie a causé la mort de 5 personnes. Mais les autorités se veulent rassurantes. La ministre de la Santé affirme que le gouvernement a réussi à contenir la propagation de la maladie. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. La Tanzanie a enregistré le 22 mars 2023 ses premiers cas de décès dus au virus de Marburg. Quelques heures après que les autorités sanitaires tanzaniennes aient déclaré les cas de maladie. Ces 5 décès sont survenus dans la région de Kagera, située dans le nord du pays. Selon les médecins, les victimes présentaient des symptômes de fièvre, des saignements et une insuffisance rénale. La présence de l'épidémie dans la région a d'ailleurs été confirmée par le laboratoire public national de Tanzanie. La cause de l'apparition du virus de Marburg en Tanzanie est, comme partout ailleurs, il faudra comprendre, c'est dû au fait que le monde actuellement, c'est un village planétaire. Il y a beaucoup de circulation entre les différents pays et cette circulation peut faire en sorte que des personnes atteintes de ce type de pathologie peuvent facilement, de ces maladies infectieuses, peuvent facilement se retrouver dans d'autres pays. Dans la région de Kagera, 3 patients sont actuellement en traitement, tandis que 161 personnes ayant été en contact avec des malades sont suivies selon l'Organisation mondiale de la santé. Avec un taux de mortalité pouvant atteindre 98%, le virus de Marburg appartient à la même famille de virus responsables d'Ebola. Il se propage d'ailleurs par contact avec les fluides corporels des personnes infectées, indique l'OMS. La dernière épidémie a plutôt eu lieu en Guinée équatoriale. Et l'épidémie actuelle en Tanzanie n'est pas forcément liée à celle du Ghana qui a précédé, parce que déjà il y a eu celle de Guinée équatoriale entre les deux, sur la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. D'après Matshidiso Moeti, directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, l'organisation et ce pays d'Afrique de l'Est travaille actuellement pour intensifier rapidement les mesures de contrôle afin de stopper la propagation du virus. La présence de l'épidémie en Tanzanie survient un mois après que la Guinée équatoriale ait également confirmé ses premiers cas de la maladie à virus de Marburg. Et sachez que ce virus, considéré comme un cousin d'Ebola, continue de se propager en Guinée équatoriale. L'OMS a en effet recensé ce 23 mars 20 morts des suites de cette maladie. Il ne cesse de faire danser les foules au son du zouk. L'emblématique groupe Kassav s'apprête à renouer avec son public. Il prépare cette année une tournée en hommage à leur leader, Jacob Desvarieux, décédé en 2021 des suites du coronavirus. 4 dates ont déjà été annoncées. Les détails avec José Douglas. Kassav, fondateur du zouk, l'un des plus grands groupes du monde, a parcouru quasiment toute la planète. Ces musiciens sont pour la plupart des Antillais, mais d'autres d'origine africaine ont fait partie du groupe en tant qu'auteur-compositeur, comme le Camerounais Mbida Douglas, qui est resté 11 ans sous les projecteurs, et l'un de ses choristes, Jean-Jacques Seba, dont le père Georges, eux aussi sont Camerounais, ont toujours été près du groupe. Une ère nouvelle s'annonce pour Kassav avec ses membres fondateurs qui font leur rentrée sur scène comme Jocelyne Béroard, Charwatour et son concert à Paris, les Folies Bergères, les 18 et 19 novembre 2022. Alors, retour définitif, on ne peut pas vraiment parler de ça, parce que, bon, en fait, dans le groupe, quand on regarde, il manquait déjà Patrick, ensuite Jacob, maintenant Jean-Philippe, je ne sais pas s'il sera
déjà suffisamment en forme pour rejoindre le groupe immédiatement, de façon immédiate. Mais on va déjà dans un premier temps rendre hommage à Jacob parce que depuis son départ, en fait, on a promis de le faire. Parmi les autres membres fondateurs, il y a Jean-Claude Nemro, dont le concert intitulé Jean-Claude Nemro Digital Tour a été un succès au Trianon de Paris, avec plusieurs artistes invités comme Ralph Tamar, Tony Chasseur, Georges Decimus, l'inséparable Jocelyne Béroard et une chorale orchestrée par Georges Seba. À la manœuvre, l'Afrique qui reste dans le cœur des musiciens de Kassav. En ce qui me concerne, en tout cas, j'ai travaillé beaucoup avec les Africains avant même que le groupe Kassav n'existe. Et à telle enseigne qu'au Cameroun, beaucoup de gens pensent que je suis camerounais. Je pense que si je devais faire un concert en dehors de la France et des Antilles, ce serait au Cameroun que je le ferais avant tout. Mais d'abord, l'Afrique, c'est important pour moi et pour nous Kassav, parce que c'est quand même le continent qui nous a fait vraiment le plus d'honneur et qui a fait découvrir Kassav au reste du monde. Kassav qui a déjà programmé 4 tournées pour cette année 2023 afin de rendre hommage à Jacob Desvarieux. Le chanteur du groupe Jean-Philippe Martelly est en pleine rééducation à Paris après son AVC pour être prêt à l'occasion de ses concerts. Un mot de sport à présent avec les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se jouera en 2024 en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la 3e journée, le Bénin a marqué son premier point à l'issue d'un match nul face au Rwanda sur un score de 1-1. Dernier du classement dans le groupe L, les Guépards devront redoubler d'efforts lors de leur prochain match face au Rwandais prévu le 27 mars. Compte rendu de cette rencontre avec Lefty Onou. Après avoir perdu ses premiers matchs dans le cadre de ces éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, les protégés de Gernot Rohr ont manqué de faire l'exploit face aux Rwandais au stade général Mathieu Kérékou à Cotonou. Au cœur des 45 premières minutes de jeu, les Guépards se sont mal engagés dans cette rencontre importante. Sur une passe décisive du milieu de terrain rwandais Sahabo Hakim, Gilbert Moudisha ouvre la marque à la 13e minute de jeu. Les Rwandais mènent ainsi au score 1-0. Les Guêpes très en place ont tenu bon face aux assauts offensifs des Guépards. Le score est resté inchangé jusqu'à la pause. Notre équipe a bien joué. Elle a mis un quart d'heure à se mettre en place, ce qui est normal avec 2 jours de préparation, alors que l'adversaire avait 10 jours, plus un match amical. Donc tout le temps de se préparer et que nous n'avions que 24 heures avec tout le monde, en fait. Sur la deuxième mi-temps, l'entrée de Stéphane Sesseignon, Dodo Doku et de Steve Mounier a changé la physionomie du match. Les Guêpes du Rwanda ont évolué à 10 car Hakim Sahabo a été expulsé suite à un accrochage avec Dodo Doku. L'avantage rwandais n'a duré que 36 minutes et profitant d'une occasion, Steve Mounier a égalisé la 92e minute grâce à une frappe en surface de réparation. Les 21 acteurs se sont quittés sur un score nul 1-1 au terme de la rencontre. Les joueurs béninois sont très physiques et on va se préparer en conséquence. D'abord, je suis très fier de mes joueurs et je le leur ai dit après le match. Je souhaite que le match retour soit meilleur. Je ne suis pas content du résultat. Si c'était 11 contre 11, cela aurait été plus facile de gagner ce match. Rappelons que le Sénégal, champion d'Afrique en titre, a battu le Bénin 3-1 au match aller. Les Guépards du Bénin ont également été menés par le Mozambique 1-0. Avec ce nul 1-1 face au Rwanda, le Bénin termine dernier du groupe L avec 1 point engrangé. Le nouvel entraîneur Gernot Rohr entend rebâtir une équipe des Guépards pour pouvoir aller vers un rajeunissement de l'effectif. Il mise sur les anciens joueurs expérimentés, notamment Stéphane Sesseignon, pour y parvenir. Et sachez que dans le cadre de cette 3e journée, la Zambie, logée dans le groupe H, a dominé le Lesotho sur un score de 3-1. Victoire également du Ghana, 1-0 face à l'Angola dans le groupe E. Dans le groupe G, le Soudan du Sud est parvenu à s'imposer face au Congo, score final 2-1. Et de son côté, l'Algérie a poursuivi son sans faute en s'imposant face au Niger 2-1.
L'actualité sportive toujours avec l'Afrique du Sud qui se prépare à accueillir le tournoi final de la première édition du championnat scolaire africain de football de la CAF. Le rendez-vous est prévu à Durban du 5 au 8 avril, une compétition pour laquelle la fondation Motsepe a décaissé 10 millions de dollars en vue de contribuer au développement de ce sport en milieu scolaire. On fait le point avec José Douglas. Effectivement, le Queen Zwelithini Stadium abritera cette finale historique du championnat scolaire africain de football de la CAF du 5 au 8 avril à Durban. La fondation Motsepe, président de la CAF, a octroyé un don de 10 millions USD pour cette manifestation, une dotation destinée à contribuer au développement du football scolaire sur le continent. 44 000 garçons et filles âgés de moins de 15 ans et issus de 41 pays africains ont pris part à cette compétition. Nous sommes ravis d'arriver à ce stade et de voir ce qui a commencé comme une vision à être mise en œuvre et bénéficier aux jeunes en Afrique. C'est l'histoire qui s'écrit. Le championnat scolaire africain de football est très important pour la CAF, pour l'Afrique et pour le président de la CAF, Patrick Motsepe. Nous donnons de l'espoir, nous offrons une plateforme. Grâce à un don de 10 millions de dollars USD de la fondation Motsepe, les écoles pourront investir dans des projets de développement et ce au niveau national, zonal et continental. Le président Motsepe qui a annoncé officiellement cette compétition en avril 2021 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le meilleur investissement que nous pouvons faire afin que le football africain soit parmi les meilleurs au monde et qu'il soit autonome est d'investir dans les infrastructures de développement du football scolaire et du football des jeunes, ainsi que dans les installations pour les garçons et les filles dans les écoles, les clubs et au niveau national. La finale aura lieu à Durban le 8 avril. Concernant la dotation financière, elle sera de 100 000 USD pour le vainqueur filles et garçons, 75 000 pour le second et 50 000 USD pour le troisième en phase zonale. Et concernant la phase continentale, 300 000 USD pour le vainqueur, garçons et filles, 200 000 USD pour le deuxième et 150 000 USD pour la troisième place chez les garçons et les filles. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.